Fin de partie pour Ronald Reagan. L'ancien acteur quitte la Maison-Blanche en pleine gloire. Demain, George Bush sera président. La COB poursuit son enquête dans l'affaire Péchinet. L'étau se resserre autour de 2 ou 3 personnages clés. Ce sont les fraudeurs. Rien ne va plus entre le PC et le PS. Les deux partis de gauche se fâchent à propos des municipales. Les communistes sont furieux. Le trouble en Pologne, l'éventuelle légalisation de Solidarité provoque plus de remous dans le parti polonais que chez les opposants. Michel Debré sous la coupole, l'ancien Premier ministre du général de Gaulle, a été reçu cet après-midi à l'Académie française. Bonsoir, avant de développer tous ces titres, cette bavure de la justice. Cela se passe à Reims. Un magistrat, surchargé de travail, laisse un dossier au fond de son tiroir. Résultat, un homme inculpé pourtant d'assassinat est remis en liberté, le plus légalement du monde. Dominique Verdeillan a enquêté à Reims sur cette bavure qui, hélas, n'est pas un cas unique. Alain Demandre, inculpé d'assassinat, est aujourd'hui un homme libre. Libre par erreur. Le 9 septembre 86, il tue de 9 balles le mari de la femme dont il était pris. 24 heures après, Alain Demandre avoue son crime. En septembre dernier, 2 ans après les faits, l'instruction est close. Le parquet dispose alors de 2 mois pour statuer sur le renvoi aux assises. Seulement lundi dernier, 2 mois après le délai légal, le dossier Demandre est retrouvé dans une armoire. C'est un grand sentiment de tristesse de ma part qui suis responsable de ce parquet et de la part du magistrat qui a commis cette erreur, tout à fait involontaire, il faut bien le dire, pour laquelle il n'y a absolument aucune excuse à chercher. J'en endosse l'entière et totale responsabilité. Un oubli fâcheux qui oblige lundi dernier le parquet à remettre d'office en liberté Alain Demandre. Une libération sans condition, sans contrôle judiciaire, qui n'est pas du goût de Madame Bousset, la veuve de la victime. On n'aurait pas dû l'oublier comme ça. Surtout que nous, on appelle souvent pour savoir où on en est, quand on va passer le jugement, le procès. Et puis bon, on nous dit dans le premier semestre 89, on attend. Et puis un beau jour, en se levant le matin, on apprend dans le journal que le meurtrier est libéré. Je trouve ça aberrant, complètement aberrant de toute façon. L'instruction n'est pas remise en cause pour autant, mais Alain Demandre, qui risque la réclusion à perpétuité, sera-t-il présent à son procès? Demandre, c'est tout de même que si on le reconnaît coupable, il risque une peine très importante. Il doit peut-être se dire qu'il n'a rien à perdre en ne se présentant pas. En ce qui me concerne, j'essaierai de le convaincre de se présenter. Ce soir, Alain Demandre a promis à son avocat de se présenter devant la justice. Le parquet promet de ne pas quitter des yeux ce dossier trop vite classé. Demain aux États-Unis, George Bush va devenir le 41e président. Serment, investiture et succession. Une succession particulièrement difficile pour M. Bush car Ronald Reagan, les sondages le montrent, a été le président américain le plus populaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Tant et si bien qu'aujourd'hui, à Washington, pour sa dernière représentation, l'ancien acteur d'Hollywood a bouleversé toute l'Amérique. Dernier baissé de rideau, plein d'émotions, Jean-Marc Ilouz. God bless you all and... Dieu vous bénisse, mes amis. Aujourd'hui, les mots me manquent pour vous exprimer ma gratitude et celle de Nancy. Merci du fond du cœur. Les adieux du président Reagan, suite et fin ce matin devant le personnel de la Maison-Blanche. Une fois n'est pas coutume, celle que les journalistes surnommaient le dragon du palais, Nancy Reagan, a la gorge nouée et doit renoncer au micro. Thank you. Mais jusqu'au dernier acte des années Reagan, le spectacle continue. Ronald Reagan enchaîne, top à l'orchestre pour un irrésistible « Ce n'est qu'un au revoir ».
La politique française, rien ne va plus entre le PC et le PS. Il s'agit bien sûr de la préparation des municipales. Il y a une semaine, Pierre Mauroy et Georges Marchais étaient tout sourire après la signature d'un accord national. Eh bien ce soir, on est au bord de la rupture. Il y a déjà eu l'affaire des têtes de liste à Paris. Ce soir, les communistes sont bien prêts de claquer la porte. Pascal Guimier. Il est des poignées de main qui peuvent cacher des malentendus et des mariages de raison connaître de légères turbulences. En glissant dans leur corbeille un accord national en bonne et due forme, le couple PCPS croyait avoir fait le plus dur, mais c'était compté sans leur base. Le pacte de non-agression, signé à Paris, n'empêche pas ici ou là des dérapages qui font plutôt mauvais effet à 2 mois des municipales. En fait, tout est question d'interprétation. PC et PS chaussent des lunettes différentes pour lire un seul et même texte. Côté socialiste, pas question de reconduire purement et simplement les accords de 83. En 6 ans, le rapport de force a changé. Faux, rétorquent les communistes, nous restons attachés à l'Union, quoi qu'en pense Pierre Mauroy. Il n'a pas besoin de s'écarter de cet accord, ni d'envisager des primaires, ni de brandir des menaces. En tout cas, nous ne le faisons pas. Et à partir de là, les choses devraient se réduire, voire disparaître. Dialogue de sourds donc autour d'une trentaine de villes. Georges Marchais s'irrite, Pierre Mauroy s'énerve. Les socialistes ont décidé de repousser d'1 semaine leur convention pour arrêter la composition définitive de leur liste. En clair, 7 jours, pas un de plus, pour permettre au PC de revenir à de meilleurs sentiments. Le bras de fer reprend, l'accord signé jeudi dernier n'aura donc peut-être vécu que ce que vivent les roses. Et pendant ce temps-là, d'autres scrutins se préparent. Le prochain, et pas le moins intéressant, c'est celui de Marseille dimanche. Une partie de Marseille vote pour élire l'un de ses députés. Il s'agit d'une des dernières législatives invalidées et un nouveau match, Bernard Tapie à gauche, Guy Tessier à droite. C'est ce dernier Guy Tessier qui l'avait emporté au printemps dernier. Mais son élection avait été en effet invalidée pour fraude. Deuxième round donc dimanche, mais les Marseillais sont apparemment moins passionnés. Écho de la campagne, Patrice Velay, Luc Bachofen. Charles Trenet en concert, pas seulement, politique spectacle aussi. Bernard Tapie bat la campagne en musique devant un parterre de plus de 60 ans, avec une promesse, s'occuper de l'avenir de leurs enfants et petits-enfants. Une campagne plus posée qu'en juin dernier, dans un contexte différent, les municipales approchent, pas le même enjeu national. Pour Bernard Tapie, cette élection sera plus un choix d'homme qu'un choix politique. On sent que les gens ont davantage envie de connaître ce qu'on peut apporter pour Marseille ponctuellement, et donc ils ont un jugement qui est plus en relation avec le candidat lui-même qu'avec les idées qu'il véhicule. Or ceux qui disent je suis de proximité, c'est pas parce qu'ils serrent des mains qu'ils sont de proximité, c'est parce qu'ils bougent pas et qu'ils font rien. Et que sur le plan du bilan, on s'aperçoit qu'ils font pas plus à l'échelle nationale que sur le plan du local. Sur le terrain de la campagne, Guy Tessier, lui, a reçu en Charles Pasqua un renfort de qualité. Le champion de l'Union de l'opposition compte avant tout sur son implantation municipale. Il est maire de l'arrondissement depuis 83. Candidat de proximité, il cultive sa popularité. Pour lui, Bernard Tapie n'est qu'une pièce rapportée. Bonjour madame. Et ceux qui vont sautillant d'une caméra à un poste disant que le travail de député ne consisterait qu'à légiférer, c'est du pipeau, c'est du vent. Le Front National vous a demandé de choisir, de donner vraiment une réponse, accord, pas accord, avant le premier tour. Rien ne presse, regardez, il est 5 heures, le temps est beau, on fait campagne. Pourquoi voulez-vous que je me précipite? Vous pouvez faire accord avec lui éventuellement? Ça va Jean? Car les 22% du Front National en juin dernier pèseront lourd dans les urnes dimanche. Sans accord, Ronald Perdomo menace de se maintenir au second tour s'il obtient plus de 12% des inscrits. Menace identique de la part des communistes, Annick Boët s'affirme seule candidate de gauche, totalement opposée à un report de ses voix sur Bernard Tapie. Négociation difficile en perspective entre les 2 tours. Éducation, suite. La concertation continue et va se poursuivre entre le ministre et tous les représentants de l'enseignement. En discussion, vous le savez, les rythmes de travail des élèves, les journées trop longues aussi, le trop grand nombre de redoublements ou encore le salaire des profs. En France, c'est sûr, il y a beaucoup à faire. Mais comment ça se passe à l'étranger? Eh bien, voici ce soir l'exemple de l'Allemagne, expliqué par notre correspondant à Bonn, Philippe Rochaud. 5C hat heute frei. Les 5C sont libres. Libres parce qu'aujourd'hui, à Hambourg, c'est la grève des professeurs. Un événement rare en Allemagne fédérale où la grève est interdite aux fonctionnaires qui sont sanctionnés pour cela.
Le droit de grève est d'ailleurs l'une des revendications du syndicat GEW de l'éducation nationale. On se battra toujours pour le droit de grève afin d'arriver à notre but. Et le but, c'est la réduction du temps de travail pour les professeurs dans un système où l'élève est libre dès le début de l'après-midi. D'après mes expériences, les élèves allemands ont plus le sens de la responsabilité et apprennent plus tôt que les jeunes Français à travailler seuls, à travailler chez eux. Ce qui est aussi causé par le rythme scolaire qui est très différent. En Allemagne, les élèves normalement n'ont cours que le matin, pendant que les jeunes Français ont cours aussi l'après-midi et il leur reste peu de temps pour faire leurs devoirs chez eux. Ici, les heures de cours ne font que 45 minutes, 30 élèves par classe, une formation professionnelle dès l'âge de 15 ans, un système dont les Allemands se vantent mais que la centrale syndicale GEW remet en question. Ces heures de 45 minutes ne sont pas assez intensives pour apprendre une matière. Les élèves sont toujours en train de changer. Il faudrait travailler plusieurs heures par jour la même matière. Seuls quelques centres d'essai le font déjà. Peu de revendications salariales pour les enseignants allemands mieux payés que les Français, mais en demandant une réduction du temps de travail, comme les fonctionnaires qui ont obtenu cette année 38h30 par semaine. Les syndicats veulent aussi enrayer un chômage qui touche 80 000 instituteurs et professeurs. Réunion du G7, vendredi 3 février. Le G7, c'est technique, mais il s'agit en fait des ministres des Finances des 7 pays les plus riches. Ils se retrouveront à Washington le 3 février donc. Cela nous amène à l'économie et donc à l'affaire Pechiney une nouvelle fois. La COB, la Commission des opérations de bourse, termine son travail sur cette affaire de fraude. Elle a entendu le financier Samir Traboulsi et sans doute d'autres protagonistes importants. Chaque jour, l'étau se resserre un petit peu plus. La piste suisse notamment se confirme par le biais de la société Socofinance. Françoise Joly. C'est au bout de ce couloir, derrière cette porte fermée, qu'on a effectué l'essentiel des ordres litigieux. Socofinance a acheté 88 000 actions de la société Triangle, propriétaire d'American Can, dès le début des négociations théoriquement secrètes entre Pechiney et les Américains. Socofinance affirme n'avoir été qu'un intermédiaire, n'avoir qu'exécuté des ordres venus d'ailleurs. Mais fait troublant, cet ailleurs était très bien informé, trop bien informé. Pour preuve, la ruée sur les titres Triangle. Et c'est aux Caraïbes, plus précisément dans l'île d'Anguilla, véritable paradis fiscal, que se trouve la société qui a passé un tiers de ses ordres d'achat, l'International Discount Bank. Ici, le secret bancaire est seul maître à bord. International Discount Bank affirme avoir agi pour le compte d'un client, un client qu'il sera donc très difficile à identifier. International Discount, yes. Bonjour, est-ce que je pourrais parler au directeur de la société, s'il vous plaît? Hello. Bonjour, est-ce bien vous qui avez acheté les 80 000 actions de Triangle, comme le disent les autorités américaines? Je n'ai aucun commentaire à faire sur cette chose. Mais une chose est sûre, le client de cette société fait partie du petit nombre de gens au courant du déroulement précis des négociations. Une vingtaine de personnes au plus, parmi elles quelques hauts responsables de Pechiney, du ministère de l'économie et des finances, de la société américaine Triangle et des intermédiaires, comme l'homme d'affaires Samir Traboulsi, qui ce soir affirme. Je me suis rendu à la COP le 17 janvier, le mardi 17 janvier, et je leur ai dit tout ce que je savais sur cette affaire. Si quelqu'un veut savoir ce que je pense, il n'a qu'à s'adresser à la COP. Les enquêteurs américains et français ont donc pour tâche d'identifier cet informateur qui a également permis à 2 industriels français et un homme d'affaires américano-suisse d'empocher de confortables bénéfices. Tout à l'heure, le ministre de l'économie, Pierre Bérégovoy, a présenté ses vœux à la presse. Il est resté dans le vague sur cette affaire. Et ce soir, il a de nouveau parlé de cette affaire Pechiney. Philippe Sassier, il a encore soutenu son directeur de cabinet, Alain Boudbouil. Oui, tout à fait fermement. Il l'a soutenu en disant qu'il lui donnerait les possibilités, les moyens de défendre son honneur. Et tout à l'heure, devant les journalistes économiques et financiers dont vous avez fait partie, Hervé, eh bien, il a dit que Alain Boudbouil était injustement attaqué. Monsieur Pierre Bérégovoy a répété
qu'il voulait que la COB, le gendarme de la bourse, agisse avec célérité et qu'elle puisse se faire prendre des sanctions. Il a dit que la COB donnerait les conclusions de son enquête à la fin du mois et il s'est engagé publiquement à ce que la vérité sorte. Il y a un sondage que vous évoquerez, je crois, tout à l'heure, sur lequel les Français se demandent si on connaîtra un jour la vérité. En tout cas, le ministre n'a pas confirmé une rumeur qui courait dans Paris cet après-midi, selon laquelle Alain Boublil pourrait démissionner. Il n'a pas non plus répondu à la question d'un de nos confrères qui lui demandait comment allez-vous sortir de cette mauvaise situation. Parce que s'il y a dans ces rumeurs beaucoup de calomnies, beaucoup de choses fausses, eh bien ce qui est vrai, c'est que le cabinet du ministre de l'économie a beaucoup de peine à fonctionner. Il est un petit peu traumatisé par toutes ces affaires, par toutes ces rumeurs. De même que toute l'administration des finances est également traumatisée. À preuve, par exemple, c'est que tout à l'heure, lors des vœux du ministre, eh bien, les grands directeurs, celui du budget, celui de la fiscalité, celui du commerce extérieur, n'étaient pas là. Donc, voyez-vous, le malaise, il était, je dirais là, palpable. Un climat qui n'est pas bon, donc, Philippe, et cela entraîne de nouvelles rumeurs politiques cette fois, complètement. Alors oui, dans les rumeurs, Hervé, il y en a une, c'est celle d'un réaménagement ministériel possible après les municipales pour tenir compte de certains événements qui se sont passés ces jours derniers. Certains disent même que Roger Fauroux, le ministre de l'Industrie, qui a lancé cet énorme pavé dans la mare, eh bien pourrait y laisser son poste, car malgré tous les démentis officiels qui concernent la Société Générale, malgré que M. Pierre Bérégovoy affirme que tout est clair, eh bien, dans beaucoup de milieux financiers, on dit que la grosse affaire, c'est la Société Générale, que c'est beaucoup plus grave que Péchinet. Voilà où l'on en est ce soir. Merci Philippe, nous aurons l'occasion d'y revenir. En tout cas, Michel Rocard, le Premier ministre, était à Aurillac aujourd'hui. Bien sûr, les journalistes qui l'accompagnaient n'ont pas manqué de lui poser une question sur ces affaires qui empoisonnent la vie politique. Michel Rocard a réaffirmé son soutien à son ministre de l'économie. Écoutez. J'ai hâte de voir les autorités en charge terminer leurs travaux et les rendre publics ou les transmettre à la justice s'il y a lieu, confiant que je suis de ce que leurs conclusions feront apparaître que les pouvoirs publics français ne sont pas le moins du monde en cause. Mon deuxième mot sur ce sujet sera pour dire qu'à mes yeux, mon vieil ami Pierre Bérégovoy est d'une compétence, d'une loyauté et d'une intégrité totale, dont aujourd'hui on essaye de profiter d'une situation pour porter atteinte à son autorité. Je dis moi qu'à mes yeux son autorité est entière et je tenais à le redire. Reste à propos de cette affaire un sondage dont parlait Philippe à l'instant, un sondage IFOP publié par l'Express. 80% des Français estiment que toute la vérité ne sera pas faite sur cette affaire. Les Français en particulier ne font pas confiance aux hommes politiques pour faire éclater la vérité. Jean-Michel Mercurol. Péchinet, Société Générale, des affaires graves pour les Français qui pensent à 80% que toute la vérité ne sera pas faite. Pour 2/3 des sondés, ces affaires affaiblissent l'image des hommes politiques et 48% jugent qu'elles affaiblissent le Parti socialiste. Dans le hit-parade de la confiance pour faire éclater la vérité, la presse vient en tête avec 59%. François Mitterrand n'est crédité, lui, que de 50% de confiance devant Michel Rocard, 47%. Quant au ministre des Finances, Pierre Bérégovoy, 54% des sondés ne lui font pas confiance pour révéler la vérité. La moitié des Français jugent l'affairisme dans la vie politique tout aussi important aujourd'hui qu'hier, mais 35% estiment qu'il est plus important encore aujourd'hui. Et peut-être une autre affaire de délit d'initié, elle concernerait cette fois le groupe LVMH, Moët Hennessy, Louis Vuitton, un délit qui serait intervenu lors de l'annonce des bons résultats de cette société. Une fois encore, des personnes au courant en auraient profité avant les autres. En Pologne, le trouble suscité par l'éventuelle légalisation du syndicat Solidarité. D'un côté, il y a Solidarność, qui est très sceptique, mais de l'autre, le Parti communiste polonais, lui, est très secoué par cette affaire. Jérôme Boni. L'ouverture que nous faisons devrait entraîner dans les prochains mois un bouleversement du paysage social et politique, explique le général Jaruzelski lors d'une conférence de presse cet après-midi. Il a pris le pouvoir fin 81 pour éliminer Solidarité de la scène politique polonaise. 7 ans après, il est contraint de mettre une menace de démission dans la balance pour lancer un processus qui pourrait aboutir à la relégalisation, sous certaines conditions, du syndicat dissous. Un long chemin parcouru avec aujourd'hui un revirement complet, difficile à opérer pour le général Jaruzelski. C'est à l'arraché,
qu'il a réussi à faire accepter au comité central du Parti communiste le principe du pluralisme politique et syndical avec, à la clé, la reconnaissance de solidarité. Face à l'hostilité de nombreux membres du parti, notamment du président du syndicat officiel, Jaruzelski a dû recourir à une motion de confiance, procédure exceptionnelle à Varsovie. C'est une victoire pour Lech Walesa. La relégalisation de Solidarité a été au cœur des grands conflits sociaux de l'été dernier. Mais dès cet après-midi, l'électricien de Gdansk fait part à la presse de ses réserves. Beaucoup de mots, mais tout reste à négocier. Il faut s'organiser, affirme-t-il, prévoyant des réactions de la base dès lundi. Il sait que le Premier ministre propose, comme préalable à la reconnaissance de Solidarité, des conditions inacceptables, comme le renoncement à la grève pour une période de 2 ans. François Mitterrand en Bulgarie, deuxième journée de sa visite officielle. Fidèle à son habitude, le chef de l'État français a rencontré des personnalités hors de la vie politique. Aujourd'hui, en Bulgarie, il a dialogué d'abord avec les intellectuels, ensuite avec les étudiants. Georges Bortoli, à Sofia. M. Mitterrand a été fait aujourd'hui docteur honoris causa de l'université de Sofia avant de s'adresser aux étudiants. Dialogue pas toujours très conformiste. Par exemple, la question « Faut-il garder les dirigeants âgés ?» visait clairement pour les jeunes Bulgares l'inamovible Todor Zhivkov, mais M. Mitterrand, quoiqu'il soit largement le cadet du président bulgare, a pris courtoisement la question pour lui. Il est certain qu'il est bon que parviennent aux responsabilités des hommes appartenant à des générations, disons, de la force de l'âge. Mais s'il n'y en a pas... Moi, je suis né dans une région de vignes. Et tous les produits de la vigne, on dit qu'ils s'améliorent en vieillissant. Telle est mon ambition. Monsieur et Madame Mitterrand ont retrouvé ce soir Monsieur Zhivkov pour recevoir le pain et le sel de l'hospitalité dans la ville de Plovdiv avant de regagner Paris. Au Proche-Orient, les territoires occupés par Israël, un Palestinien tué, 27 autres blessés ce jeudi par les tirs des soldats israéliens. Un bilan malheureusement quotidien qui porte à 350 morts en 13 mois, le bilan total de cette guerre des pierres. Le principe du pluralisme politique et syndical avec, à la clé, la reconnaissance de solidarité. Face à l'hostilité de nombreux membres du parti, notamment du président du syndicat officiel, Jaruzelski a dû recourir à une motion de confiance, procédure exceptionnelle à Varsovie. C'est une victoire pour Lech Walesa. La relégalisation de Solidarité a été au cœur des grands conflits sociaux de l'été dernier. Mais dès cet après-midi, l'électricien de Gdansk fait part à la presse de ses réserves. Beaucoup de mots, mais tout reste à négocier. Il faut s'organiser, affirme-t-il, prévoyant des réactions de la base dès lundi. Il sait que le Premier ministre propose, comme préalable à la reconnaissance de Solidarité, des conditions inacceptables, comme le renoncement à la grève pour une période de 2 ans. François Mitterrand en Bulgarie, deuxième journée de sa visite officielle. Fidèle à son habitude, le chef de l'État français a rencontré des personnalités hors de la vie politique. Aujourd'hui, en Bulgarie, il a dialogué d'abord avec les intellectuels, ensuite avec les étudiants. Georges Bortoli, à Sofia. M. Mitterrand a été fait aujourd'hui docteur honoris causa de l'université de Sofia avant de s'adresser aux étudiants. Dialogue pas toujours très conformiste. Par exemple, la question « Faut-il garder les dirigeants âgés ?» visait clairement pour les jeunes Bulgares l'inamovible Todor Zhivkov, mais M. Mitterrand, quoiqu'il soit largement le cadet du président bulgare, a pris courtoisement la question pour lui. Il est certain qu'il est bon que parviennent aux responsabilités des hommes appartenant à des générations, disons, de la force de l'âge. Mais s'il n'y en a pas... Moi, je suis né dans une région de vignes. Et tous les produits de la vigne, on dit qu'ils s'améliorent en vieillissant.
Telle est mon ambition. Monsieur et Madame Mitterrand ont retrouvé ce soir Monsieur Givkov pour recevoir le pain et le sel de l'hospitalité dans la ville de Plovdiv avant de regagner Paris. Au Proche-Orient, les territoires occupés par Israël, un Palestinien tué, 27 autres blessés ce jeudi par les tirs des soldats israéliens. Un bilan malheureusement quotidien qui porte à 350 morts en 13 mois le bilan total de cette guerre des pierres. Parmi ces victimes, de très nombreux jeunes, des enfants souvent. Et de nouveau, la polémique en Israël. Un énorme malaise, la honte de beaucoup pour cette guerre sale. Par exemple, le compositeur Dan Almagor, un homme très connu en Israël, n'hésite pas à protester publiquement. Martine Laroche-Joubert, reportage. Les grands hymnes militaires israéliens, paroles et musique, c'est lui. Dan Almagor, auteur-compositeur célèbre, exclu depuis 15 jours du service éducatif de l'armée parce qu'il l'accuse en public d'assassiner des enfants palestiniens. L'hôpital palestinien de Jérusalem-Est, où l'on soigne les blessés les plus graves du soulèvement de l'Intifada. La plupart sont des adolescents. La présence à leur chevet de Dan Almagor, celle d'un Israélien qui n'accepte plus. Ce matin, l'armée vient de publier le bilan du mois, 30 morts, 500 blessés, dont beaucoup, comme celui-ci, atteint d'une balle en caoutchouc, seront marqués à vie. C'est comme un cauchemar. Ça ne veut rien dire. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait autant de morts à cause de nos soldats, de mon peuple, de mes frères et de mes fils. Oui, ça ne veut rien dire. Et c'est pour ça que je suis si choquée. Je sais que beaucoup d'autres vont mourir et qu'après, il y aura la paix et qu'un État palestinien naîtra. Regardez-les, ils ont 15 ans, 16 ans, 12 ans, comme celui que nous venons de voir. Non, je n'arrive pas à croire que mon peuple tue des enfants de cet âge qui lancent des pierres parce qu'ils veulent la liberté, avoir l'orgueil de leur patrie avec un drapeau, exactement ce que je faisais quand j'avais leur âge contre les Anglais. Pour Dan Almagor, en effet, le combat des Palestiniens lui rappelle le sien contre l'occupation britannique avant 1948. Mais il ne tuait pas les enfants, répète-t-il encore, aux frères du jeune blessé. Vous croyez qu'il va survivre ? Malgré la souffrance et la révolte, Dan Almagor entend aussi des mots qui ressemblent aux siens. Nous ressentons la même chose pour nous que pour les Israéliens. Vraiment, quand nous voyons dans les journaux que des amis israéliens sont blessés, nous avons mal pour vous, comme pour notre peuple. Ça, c'est mon message. Dénoncer certains comportements de l'armée, visiter des hôpitaux, Dan Almagor essaie maintenant de faire encore plus. Il tente de convaincre. Pas facile face à des Israéliens qui votent à droite. Les persuader que des Palestiniens aussi veulent la paix, qu'il vaut mieux leur donner un État que de continuer cette guerre, c'est son message à lui. Ils sont peu nombreux à partager ses idées, mais même pour les autres, le temps des questions semble bien là. La coupole, à l'heure de la politique, l'Académie française recevait en son sein Michel Debré. L'ancien Premier ministre a fait éloge de son prédécesseur, bien sûr, Louis de Broglie, et le nouvel académicien Michel Debré n'a pas hésité à réaffirmer ses convictions personnelles au cours de sa réception. Gérard Dalmaz. Faites bien attention à l'épée. Baron d'entre les barons du gaullisme, Michel Debré, 77 ans, enfin prêt pour la postérité des 40 pères du Quai Conti. Il ne manque plus un bouton de guêtre. Voilà, l'uniforme est complet. Le nouvel homme vert adore la biche et il a bien failli faire sa carrière dans le roman. Quand je revois mes rêves de jeunesse, je me vois écrivain, auteur de théâtre. Mais les circonstances ont été ce qu'elles ont été, c'est-à-dire le déclin de la France. Et quiconque a subi la guerre, l'occupation, n'a pas pu ne pas mettre toutes ses forces au service du redressement national. Et maintenant, c'est vrai, tout ce qui touche la force et la santé de la patrie m'inquiète et m'angoisse. À ce point-là. À ce point-là. Le cœur battant, Michel Debré réalise un vieux rêve en succédant au physicien Louis de Broglie, le maître de la mécanique ondulatoire. L'ai-je bien descendu? Oui, car cet auteur de la Constitution, ce collectionneur de titres de ministre et d'honneur, en connaît un bout sur les séances solennelles. Michel Debré était reçu chez ses gardiens de la francophonie autant pour son image politique que pour ses 25 ouvrages, non moins politiques. Que devient la règle de droit? Quand les traités sont bafoués ou dévoyés par des États qui ne se considèrent pas comme liés par leur signature.
que devient l'affirmation de la dignité de la personne devant la montée du racisme dans le monde ou l'évocation d'une guerre sainte. Voilà qui nous contraint en Occident à plus de modestie. Nous devons parler de civilisation au pluriel et avec un petit c. Il y a déjà un mot que Michel Debré voudrait bien voir redéfinir, y compris par les immortels. C'est son mot préféré, patrie. D'autres informations, en bref, elles sont toutes sportives ce soir. Échec, succès, en images, en couleurs. Jean Mamère. Toujours pour Carole Merle, elle a confirmé aujourd'hui dans la descente de Tignes sa bonne forme actuelle. Deuxième à 41 centièmes du vainqueur, la Suissesse Maria Valizer. Sur une piste dure et technique, Carole Merle a démontré qu'elle est la bonne santé du ski féminin. Elle remplit à elle seule le palmarès de ce début de saison. Merle a trouvé le bon ton. L'homme surprise du jour, c'est Ramesh Krishnan. Le joueur indien numéro 51 mondial s'est offert un beau cadeau en éliminant aujourd'hui aux internationaux d'Australie le numéro 1 mondial, le Suédois Mats Wilander. Krishnan, dont les seules bonnes prestations ont lieu une fois l'an sur le gazon de Wimbledon, a surpris et s'est surpris. Il a possédé Mats Wilander à son propre jeu, celui du fond de cours, et pour une fois, le marathonien Mats Wilander a dû s'incliner, battu sur la condition physique, dont Krishnan n'est vraiment pas un exemple type. René Arnoux, Guy Vigier tout sourire et Olivier Grouillard, c'est lui qui a gagné le gros lot. Olivier Grouillard, vainqueur de 2 grands prix en Formule 3000, fait donc son entrée en Formule 1. Et dans une écurie française, Ligier. Un vieux rêve réalisé reste maintenant à le concrétiser définitivement sur la piste tout au long de la saison. Et j'ajoute les résultats du tiercé Carté Plus, nous allons les voir. L'ordre d'arrivée pour aujourd'hui, c'était le 11, le 13, le 15, 1490 francs, dans un ordre différent 298 francs. Pour le Carté, vous ajoutez le 18, ça fait 11, 13, 15, 18, et vous lisez vous-même les rapports sur l'écran. Voilà, fin de cette édition du journal. Tout de suite, la météo avec Laurent Cabrol. Dernière édition du journal, ce sera aux alentours de minuit, Henri Sagnier. Et puis, Télématin, c'est le premier journal de la journée à 7 h avec Marc Hautemont et Catherine Sellac. Bonne soirée sur Antenne 2, à demain soir, 20 h.